Si je vous demandais là tout de suite de me défendre l'arc Chimera Ant pour me dire à quel point l'arc est incroyable, vous me prendriez comme exemple le développement psychologique de Meruem ou de Killua par exemple, ou même certains combats absolument dantesques qu'on a eu, comme celui de Gon contre Pitou, ou même Netero contre Meruem. Et quand on fait un peu le point de ces personnages, on se rend compte de leur impact absolument démentiel dans l'intrigue et l'histoire, à savoir que si on retire ne serait-ce que la présence de l'un d'entre eux, eh bien peut-être que le monde court à sa ruine derrière. Par exemple, si au hasard on retirait n'importe laquelle des personnes qui a fait partie du groupe de Moro lors de l'attaque du palais, eh bien je suis intimement convaincu que les conséquences auraient été désastreuses. Et encore là, je vous ai pris le cas des personnages principaux de l'arc. Alors imaginez si je prends un exemple encore plus extrême, et que je vous rappelle que littéralement, sans Werfin à ce moment-là, s'il n'avait pas prononcé le nom de Komugi, on ne sait absolument pas ce qui se serait passé dans la tête du roi, à savoir si le monde était sauvé ou si au contraire il courait à sa ruine. Ce passage, il a prouvé deux choses, à savoir qu'un personnage secondaire comme Werfin peut avoir au final un impact absolument incroyable sur l'histoire, mais également qu'il existe peut-être d'autres personnages dans l'arc Chimera Ant qui ont émergé de façon incroyable, que ce soit par la puissance, par l'évolution psychologique ou par l'impact qu'ils peuvent avoir plus tard. Il y en a notamment trois, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'entre eux. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui, on va parler d'une des évolutions psychologiques et physiques les plus incroyables de l'arc Chimera Ant. On va parler de Pahamu, la fourmi chimère surpuissante. Avant toute chose, je voulais m'excuser pour mon absence qui a été un peu plus longue que prévu, mais vous en faites pas, des grosses vidéos arrivent et vous allez vraiment pas être déçus. J'en profite aussi pour vous dire que sur Twitch, j'ai beaucoup avancé dans ma lecture de One Piece en live. On a passé Marineford et mon dieu, quel arc absolument incroyable. En tout cas, si vous voulez venir passer un bon moment avec une bonne ambiance en live, le lien de la chaîne Twitch est dans la description, sachant qu'il est possible qu'on refasse bientôt pas mal de petits streams Hunter x Hunter par-ci par-là. Pour en revenir sur le personnage de Pahamu, il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que ce soit un personnage entre guillemets pas forcément très connu du grand public, ou même carrément des fois impopulaire. Je pense qu'on se rappelle tous à quel point on a détesté le personnage parce que déjà il est arrivé à un moment un peu creux de l'arc des Chimera Ant, à savoir quand Gon et Killua sont revenus la première fois du Golto de l'Est, mais aussi parce que le personnage, en quelque sorte, il était là pour dénoncer beaucoup de comportements viscérales de l'être humain. Donc forcément, déjà, on commence avec un mauvais a priori sur un personnage qu'on voit comme chaotique et psychotique, mais en plus, c'est un personnage qu'on va avoir tendance à oublier parce que on ne la revoit pas pendant toute l'attaque du palais menée par Moro et ses hommes. Et forcément, une mauvaise impression de départ sur un personnage en combinaison avec son absence prolongée sur une grosse partie de l'arc, eh bien c'est ça qui fait que on est tous passés à côté d'un développement psychologique et physique incroyable. Je sais qu'une partie d'entre vous vont se dire, bon, il fait un petit peu l'acteur là concernant ce personnage, et bien pourtant, j'étais exactement du même avis que vous avant que je tombe sur un certain passage. Et c'est ce passage justement qui m'a poussé à faire beaucoup plus de recherches. Et en creusant un peu, je me suis dit, ah ouais, vraiment, je crois que je suis complètement passé à côté du personnage. Ah, vous me croyez toujours pas? Ok, mais vous savez quoi, une image vaut mille mots, donc je vous laisse regarder ceci. Nous savons tous les deux que la torture n'est pas une option. Réfléchis bien, je te le demande. De ma brève existence, je n'ai jamais vu d'aura aussi belle et aussi puissante que la tienne. Donc là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais on a quand même le roi des fourmis chimères, qui est entre autres le personnage le plus puissant du verse de Hunter x Hunter, qui a réussi à vaincre Netero le président, qui en plus est sous sa forme ultime de réincarnation, à savoir qu'il a également les pouvoirs de Poufou et de Youpi, qui ne fait que croître en puissance, semblable à une divinité presque, qui vient quand même de lâcher que de toute sa vie, il n'a vu d'aura plus puissante et plus belle que celle de Pahamu. Qui plus est, le roi de sa courte existence n'a pas au final vu beaucoup de personnes, à savoir qu'il a uniquement côtoyé Netero et surtout les gardes royaux. À savoir que ça sous-entend au final que l'aura de Pahamu est encore plus incroyable que celle d'un garde royal. C'est juste surréaliste. Donc en se basant sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'au final on n'est pas passé à côté d'un personnage qui, littéralement, est peut-être même plus fort qu'un garde royal? Quand j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit, oula, je m'emballe peut-être un peu, parce que au final, on peut quand même relever deux choses qui semblent un peu incohérentes par rapport à ça. La première, c'est que Meruem est, au final, bien que surpuissant, quelqu'un qui est extrêmement jeune, qui est presque né d'une façon prématurée,
et qui a encore peut-être beaucoup de codes du monde et beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas encore, à savoir par exemple mesurer vraiment la force de son adversaire. Et c'était notamment le cas avec Netero, où au final, il n'a pas senti le coup venir, il n'a pas vu que son adversaire en face de lui, c'était quelqu'un qui allait lui opposer autant de résistance. Et c'est même peut-être l'un des seuls défauts de Meruem, à savoir qu'il est tellement sûr d'être la créature la plus puissante du monde, qu'au final, il ne prend même pas la peine de lui-même sonder son adversaire pour savoir si éventuellement il y aurait un danger quelconque, et donc peut-être qu'il aurait la capacité de le faire, mais en tout cas, il ne l'utilise pas. Donc si on part du principe que Meruem est très jeune, et que justement, en ayant vu peu de personnes, il manque d'expérience pour, on va dire, expertiser l'aura adverse et la sonder, être capable de savoir ce que la personne, elle vaut de loin, eh bien peut-être au final que c'est aussi le cas pour Pahamu et qu'il a mal estimé son aura en pensant justement qu'elle est trop forte. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle tombe à l'eau quand on se rend compte que le moment où Pahamu et le roi se rencontrent, Meruem est déjà dans sa forme de réincarnation, et à savoir, il a déjà récupéré les pouvoirs de naine de Youpi et surtout celui de Pufu, avec son spiritual message qui est capable littéralement de venir sonder tous les êtres vivants et tout ce qui l'entoure, et à savoir donner les informations maximales au roi, et donc ça ne lui donne aucune excuse sur le fait qu'il se soit trompé sur le naine de Pahamu. Meruem le dit lui-même, il est quasiment dans une forme divine, où il perçoit, il sent absolument tout autour de lui avec une justesse imparable. Ça veut donc dire que si le roi lui-même s'en rend compte, c'est que Pahamu est tout simplement exceptionnel. Et pourtant, je trouvais toujours ça bizarre que le roi Meruem lâche un truc aussi gros comme ça d'un seul coup. Je me suis donc mis à chercher une autre solution, et je me suis dit, oui mais attends, c'est peut-être au final la version 2011 animée qui a mal traduit ce que le roi a voulu dire, donc peut-être que dans le manga, c'est pas du tout la même chose. Je me suis donc empressé d'aller vérifier dans le manga si justement le roi disait la même chose que dans la version animée 2011, et effectivement, il ne dit pas la même chose, mais il dit presque quelque chose de pire. À la base, juste avant que le roi dise à Pahamu qu'il trouve son aura surpuissante, Pahamu lui avait dit, voilà, je sais exactement où est caché Komugi, mais je te le dirai jamais, donc tu peux me torturer si ça te plaît. Ce à quoi le roi va répondre que l'aura de Pahamu est bien plus forte que tout à l'heure, ce qui veut dire au final qu'il ne dit pas que son aura est surpuissante comme dans l'animé. Par contre, le truc complètement ouf, c'est qu'au moment où Pahamu lui dit « Pourquoi ne me torturerais pas pour me faire avouer ?», le roi lui dit « Nous savons tous les deux que c'est impossible ». En fait, quand j'ai tendance à dire que sa réponse dans le manga est encore plus ouf que celle dans l'animé, c'est tout simplement que le roi lui fait sous-entendre que vu que son aura est beaucoup plus forte que tout à l'heure, eh bien il n'est lui-même pas en mesure de la torturer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Quand on sait qu'on ne peut pas atteindre physiquement quelqu'un par de la torture parce que l'aura de la personne est trop puissante, ça laisse juste une idée du potentiel incroyable du personnage. À titre de comparaison, même le personnage de Isaac Netero, qui est l'un des plus puissants du manga, qui est le summum du nen du renforcement, eh bien lui-même il s'est fait couper 2 membres par Meruem sans aucun problème. Même les 3 gardes royaux qui font partie de l'élite de puissance de Hunter x Hunter, eh bien quand ils ont reçu chacun de leur part un coup venant de Meruem, ok le coup n'a pas eu de gros impact physique, mais mine de rien, ils ont quand même eu quelques traces. Donc même si j'ai du mal à y croire, je dois me rendre à l'évidence que le roi sous-entend qu'il n'est pas capable de lui-même torturer Pahamu pour obtenir des informations. Et ce qui me tue là-dedans, c'est que ce même roi qui est en train de dire cette phrase, c'est Meruem qui est en forme de résurrection, à savoir qu'il n'a jamais été aussi puissant, il est en perpétuelle évolution physique et psychologique. Donc en fait, c'est un stade où littéralement, même Netero se ferait littéralement arracher la gueule. Donc forcément, devant ce constat, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc que j'ai loupé dans le manga ou l'animé, donc je vais me replonger dedans. Et effectivement, quand j'ai creusé un petit peu, j'ai commencé à comprendre un peu plus pourquoi Meruem avait une estime toute particulière pour Pahamu, et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite. Parce que vous allez voir que ce qui a contribué à l'évolution psychologique et surtout physique et d'aura de Pahamu, c'est certains petits détails qui font que quand on les met tous ensemble, vous obtenez un personnage, mais qui va littéralement défier toutes les règles de Hunter x Hunter. La première fois qu'on a vu Pahamu dans l'anime Hunter x Hunter, on s'est tous dit, bon, elle a pas l'air incroyable sur le papier, mais c'est quand même la disciple de Nov, et quand on voit ce qui est capable de faire Knuckle ou Shoot qui sont les disciples de Moro, on se dit, bon,
elle doit quand même avoir un petit level. Sauf que plus les épisodes passent, plus on se rend compte qu'elle est complètement à la ramasse par rapport aux autres hunters comme Knuckles, Shoot, The Gun ou Killua. Ça se voit qu'elle a clairement pas été formée autant au combat que les autres, et ça explique aussi pourquoi Killua a aucun mal à éviter toutes ses attaques au couteau. Si on rajoute à ça son côté psychotique et psychopathe qui influe énormément sur ses émotions de manière négative et la rend très instable, eh bien on est complètement à l'opposé de ce que demanderait quelqu'un qui sait très bien manipuler le nen. À partir de là, Pahamu part vraiment sur une très mauvaise base physique et psychologique. Du coup, on se dit, est-ce que, dans un certain sens, elle pourrait rattraper ce retard en tant que hunter par un nen extrêmement bien développé? Et clairement, la réponse est non, étant donné que Pahamu est du nen du renforcement, un nen qui à la base demande d'avoir des bonnes prédispositions d'un point de vue physique, ce qui n'est pas du tout son cas, et elle est juste capable au final d'utiliser son aura pour laisser des messages comme elle a pu faire dans le palais du roi. Elle possède également une autre capacité de nen qui lui permet de surveiller quelqu'un comme une caméra avec une boule de cristal à condition qu'elle l'ait déjà vu auparavant. C'est un pouvoir extrêmement pratique pour le coup qui est très fort et qui permet de surveiller ses ennemis à distance. Mais j'ai envie de vous dire, ça reste un pouvoir utilitaire, c'est-à-dire que ça ne l'aide absolument pas à gagner de l'expérience ou de la force en combat, alors que pourtant elle a un nen du renforcement. Donc c'est une forme d'incohérence presque. À partir de là, quand on voit que Pahamu est bien au-dessous des autres d'un point de vue combat et force physique pure, qu'en plus elle possède une psychologie qui est extrêmement instable, et en plus de ça, un nen qui n'est pas du tout adapté au combat et à son nen du renforcement, on se dit mais le personnage est juste foutu. Il va servir à rien. Et c'est à partir de là qu'est rentrée en jeu la transformation de Pahamu, à savoir le fait qu'elle a été capturée par les gardes royaux quand elle est rentrée dans le palais, et qu'ils se sont servis d'elle comme d'une forme de première expérience. Elle a été mise dans un genre de cocon, après qu'elle se soit donnée à mort, et c'est du coup elle qui a donné la première vraie naissance de fourmis soldats supérieures des fourmis d'élite. On a très peu d'informations de comment les transformations se sont déroulées, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cocon, mais de ce qu'on sait dans l'animé, c'est que justement ces cocons suivent un processus un peu similaire à ce qu'utilise la reine des chiméras pour donner naissance, mais peut-être avec des espèces d'atouts supplémentaires qu'ont implémenté Pahamu et Pitou, et ça malheureusement on n'a pas forcément beaucoup d'infos en plus. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont suivi le même processus que la reine pour créer ces cocons, et qu'ils ont également peut-être insufflé de leur naine pour justement en faire des super fourmis soldats, avec vraiment une puissance encore supérieure, bien au-delà des capitaines fourmis chimères comme Léor ou Zazan. Et à partir de là, on pourrait trouver ça logique que justement un personnage comme Pahamu qui n'a rien pour elle sur tous les plans, eh bien par ce processus de cocon et du coup de réincarnation en fourmi chimère, eh bien que forcément d'un seul coup elle devienne surpuissante. Sauf que si on suit le même raisonnement, vous trouvez pas ça super bizarre qu'une personne qui à la base n'a absolument aucun attribut positif sur tous les plans devienne une fourmi chimère d'une puissance tellement incommensurable, d'une aura tellement incroyable, que même Meruem, lui-même, en réincarnation, estime qu'il ne pourrait pas la blesser physiquement. Ça semble vraiment chelou. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que des personnages qui sont plus puissants d'un point de vue naine, d'un point de vue combat que Pahamu, c'est clairement pas ça qui manque. Donc si vous prenez n'importe lequel d'entre eux et que vous le mettez à la place de Pahamu dans ce processus de cocon, mais à la fin, vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir un personnage littéralement surpuissant, bien plus que Pahamu à l'heure actuelle. En fait, avec ce raisonnement-là, vous prenez un gars, même comme Tonpa, vous le mettez à la place de Pahamu dans le cocon, ce qui en ressort derrière, c'est limite quelqu'un qui est capable de se battre avec un garde royal. C'est pour ça que je suis convaincu que ce processus de cocon, qui a été mis en place par Pitou et Poufou, oui, effectivement, ça va décupler de façon extraordinaire les pouvoirs et les capacités naines d'un personnage, mais je pense quand même qu'il y a une certaine limite. Parce que bon, je vous pose la question au cas où, est-ce que vous trouveriez ça cohérent que ce processus de cocon que Pitou et Poufou ont mis en place, eh bien ça donne lieu à des fourmis soldats d'élite tellement surpuissantes que même Meruem ne peut pas les atteindre physiquement, et donc du coup que ces fourmis chimères sont totalement libres de leurs actions et qu'elles n'ont même pas besoin d'obéir à leur roi. Alors bien sûr, il faut prendre en compte aussi que ces fourmis chimères, elles ne sont pas vraiment libres en soi, c'est-à-dire qu'elles sont rattachées à une sorte de but, à savoir servir le roi Meruem, et donc en quelque sorte elles sont liées à son destin, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas spécialement se rebeller. Sauf que même en partant de ce point de vue, je ne pense clairement pas que les gardes royaux prendraient le risque de faire en sorte que des soldats fourmis chimères soient plus puissantes qu'elles-mêmes, donc que la garde royale, ou même plus puissantes que le roi. Je veux dire, à ce niveau-là, on va clairement pas faire en sorte de créer des soldats qui dépassent ta puissance, parce que tu te dis, si tu les as autour de toi et que tu les domines,
eh bien, s'ils sont plus puissants que toi, tu n'as plus ce contrôle. Et c'est à partir de là que j'ai abandonné cette piste, à savoir que le cocon rendrait n'importe qui exceptionnellement fort, même peut-être autant que le roi, et que je me suis dit, il faut peut-être partir sur une autre voie. Et en creusant un peu plus, je suis retourné sur le personnage de Pahamu qu'on voit au début, pour me dire, j'ai encore une fois peut-être loupé quelque chose, et effectivement, quand j'ai dit que ce personnage n'avait rien pour lui, j'ai peut-être un petit peu menti. Effectivement, le personnage de Pahamu n'a pas de grosse puissance de combat comme peut avoir Knuckle, n'a pas une psychologie développée et stable comme peut avoir celle de Killua. Par contre, ce que possède Pahamu, c'est une capacité d'aller jusqu'au bout. C'est un peu plus tard vraiment qu'on se rend compte que Pahamu, elle est vraiment capable de faire n'importe quoi quand elle veut plaire à quelqu'un, et en l'occurrence plaire à Neuve. C'est-à-dire qu'elle est résignée, elle est prête à aller jusqu'au bout pour accomplir sa tâche. En l'occurrence, elle n'a pas peur d'aller jusque dans le palais du roi, quitte à en mourir pour accomplir sa mission. Et si Hunter x Hunter nous a appris quelque chose, notamment avec Kurapika, c'est que les personnages qui vraiment vont tout mettre en œuvre pour leur objectif et qui n'ont pas peur de mourir pour ça, eh bien très souvent ça dissimule des surprises extrêmement puissantes. Je vais donc vous révéler un secret absolument terrifiant que je suspecte concernant Pahamu. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous devez savoir que c'est quelque chose qui peut revenir assez souvent dans des lives que j'ai pu faire ou dans des vidéos quand j'ai présenté certains naines, à savoir des naines post-mortem. Dans cette vidéo aussi, j'avais déjà longuement parlé de ces naines extrêmement dangereux qui sont un peu semblables à des bombes à retardement et si bien utilisés, ils peuvent avoir des effets complètement dévastateurs. Et pour illustrer mon exemple, j'avais notamment parlé dans le manga de certains personnages qui utilisent des naines de malédiction, à savoir qu'ils sacrifiaient leur propre vie eux-mêmes volontairement pour aller maudire par leur naine une personne, et quand on voyait les effets que ça avait sur elle, on se disait mais c'est juste terrifiant. Et comme l'a expliqué Kurapika à Yorkshire City, quand on utilise la condition et le serment, à savoir s'imposer une règle pour augmenter artificiellement la puissance de son naine, eh bien plus la règle est stricte et rude, et plus le naine va être puissant. Et forcément, je pense que vous vous doutez que quand on sacrifie sa propre vie pour un objectif, eh bien on peut pas obtenir quelque chose de plus puissant que ça. Sauf que le truc qui est très intéressant, c'est que pour en revenir à Pahamu, quand elle s'est fait justement repérer par le N de Pitou dans le palais du roi, et que du coup elle a compris ce qui allait lui arriver, est-ce que vous vous rappelez de quelle manière elle est morte? Effectivement, elle s'est suicidée. Je me souviens d'ailleurs que la première fois que j'avais vu l'animé, j'avais pas spécialement fait gaffe à ce moment, et c'est vrai que quand on revoit certaines images, même quand elle est en résurrection en Chimera Ant, on constate qu'elle a toujours cette tache au niveau du centre du ventre, où on voit très nettement une genre de marque de sang qui justement fait penser au fait qu'elle s'est planté son couteau. Quand vous connaissez la Pahamu qu'on a vue complètement hystérique, en mode sorcière, un petit peu en mode justement malédiction, vous trouvez pas ça cohérent que justement elle serait prête à tout, y compris à utiliser un naine de malédiction dans le cas où justement elle serait prise dans le palais en se disant de toute façon j'ai rien à perdre, autant utiliser une dernière fois mon naine pour justement aider la mission commando. Parce que justement si on y réfléchit bien, cette condition de naine qui se transforme en naine de malédiction une fois qu'elle perd la vie, eh bien ça expliquerait peut-être pourquoi Pahamu qui à la base n'a absolument aucune bonne compétence, serait devenu par le processus de cocon un personnage littéralement hors du commun d'un point de vue de puissance. On nous a toujours répété dans Hunter x Hunter que la volonté dans ce manga est quelque chose qui est extrêmement important du point de vue du naine, et que souvent cette volonté va quelquefois transcender les capacités de naine. Je vous rappelle quand même que dans ma vidéo dédiée à Jairo, ce personnage avait une haine tellement incroyable, tellement énorme des êtres humains, que au final c'est cette même haine, ces mêmes émotions, cette même volonté qui l'a protégé de la condition des fourmis chimères d'obéir justement à la reine, parce qu'on a vu que Jairo, littéralement, il s'est barré du nid, il était complètement libre, il faisait ce qu'il voulait. Et à partir de là, quand le narrateur nous fait comprendre lui-même qu'un personnage qui à la base n'a pas de grosses capacités physiques, comme a pu avoir Jairo ou comme a Pahamu en ce moment, eh bien s'il possède une volonté suffisamment puissante dans le processus de cocon des Chimera Ant, ce qui en ressort derrière, c'est juste un personnage qui va littéralement tout péter. C'est pour ça que ce qui me semble le plus logique, c'est que le personnage de Pahamu, qui à la base n'a absolument rien pour lui sur tous les aspects physiques ou de naine, eh bien dans ce processus de cocon, cette espèce de transformation, elle s'est davantage calquée justement sur potentiellement cette condition de naine que Pahamu a fait avec un naine post-mortem, ou plutôt un naine de malédiction, et que justement c'est en se basant sur ça
que le personnage derrière est devenu absolument incroyable. Un naine de malédiction ou post-mortem de Pahamu, où justement elle aurait projeté, si elle revivait en tant que Chimera Ant, de devenir peut-être plus puissante que le roi, eh bien ça pourrait peut-être expliquer pourquoi, après ce processus, elle devient littéralement une personne qui a une puissance incommensurable et où justement Meruem est capable de dire « je ne pourrais même pas te blesser ». Ce pacte de naine et cette malédiction, ça pourrait donc en partie commencer à expliquer le pourquoi de Meruem estime autant l'aura de Pahamu, mais il existe également autre chose, à savoir que la transformation et le cocon qu'a subi Pahamu, ça a effectivement déverrouillé autre chose qui va littéralement bouleverser ses compétences de base de naine. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit que le naine de Pahamu, au final, il était uniquement utilitaire, à savoir qu'elle possédait une boule qui lui permettait justement, en regardant dedans, de surveiller des personnes, qu'elle pouvait juste se servir de son aura pour marquer des espèces de sigles dans les murs, etc. Et qu'elle était du renforcement, ce qui voulait dire à la base que justement elle est faite pour le combat corps à corps. Eh bien le naine, qui a été développé par le cocon et cette transformation qu'elle a eue en Chimera Ant, ça lui a littéralement rééquilibré absolument tout son potentiel dans le naine du renforcement, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous vous rappelez de ce combat que Pahamu avait commencé à faire avec Killua au moment où elle s'est réveillée du cocon, vous devez vous rappeler qu'elle a utilisé une genre de technique de naine qui lui permettait d'envelopper son corps tout entier avec ses cheveux pour former au final une espèce de robe qui ressemblait à une forme d'armure. Eh ben ça a l'air assez banal comme technique au final, on se dit oui c'est juste quelque chose qui lui permet de se protéger davantage, donc c'est pas mal pour un naine du renforcement au final. Sauf qu'appliquer une armure sur un personnage qui possède de base le naine du renforcement et qui en plus a vu ses capacités physiques complètement se démultiplier par la transformation et le cocon, eh bien ça veut dire que cette armure va être optimisée au maximum au combat. Et le truc encore plus dingue, c'est quand le narrateur nous fait comprendre justement que cette armure de naine faite de cheveux, elle est tellement puissante, elle est tellement résistante, que Pahamu n'a même pas à se soucier de protéger son corps avec son naine quand elle prend des coups et qu'elle peut littéralement se consacrer exclusivement à la capacité offensive de ses attaques. Dans l'arc Grid Island, Biscuit avait vraiment insisté avec Gon et Killua sur le fait que dans un combat de naine, on est obligé de prendre toujours en compte l'attaque de l'adversaire et du coup d'adapter la quantité de naine que vous mettez à un endroit de votre corps où justement vous pensez que vous allez prendre le coup. C'est d'ailleurs pour ça que les experts de naine apprennent tous le Ken, c'est-à-dire une posture défensive de naine où justement vous allez faire en sorte de maximiser énormément le flux d'aura autour de votre corps en entier. C'est extrêmement fatigant, ça draine beaucoup d'énergie, mais c'est littéralement la posture défensive la plus safe et celle qui vous autorise vraiment de prendre des coups sans trop broncher. La technique à l'extrême opposé du Ken, qui lui est une posture défensive, c'est ce qu'on appelle le Ko, et c'est ce qu'utilise Phaeton à un moment contre Zazan en pensant qu'il est hors de portée, et du coup le Ko, c'est justement le fait de concentrer toute son aura dans une seule partie de son corps pour faire extrêmement mal. Par contre, le côté négatif, c'est que tout votre corps à côté est complètement vulnérable à une attaque. Et comme l'a expliqué Biscuit, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes et d'utilisateurs de naine utilisent ce qu'on appelle le Ryu, et le Ryu, c'est un état qui est entre le Ken et le Ko. À savoir que vous allez par exemple mettre 70% de votre aura dans votre bras pour parer le coup d'un adversaire et 30% sur le reste du corps. C'est la formule qui est le plus utilisée dans les combats de naine de Hunter x Hunter, parce que c'est celle qui est la plus polyvalente pour justement mêler à la fois attaque et défense. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous devez peut-être commencer à comprendre la dinguerie absolue que cette technique de naine peut apporter à Pahamu, à savoir que le narrateur explique que justement, cette armure de naine lui permet de concentrer toute son aura, tout son naine en termes de Ko, du coup dans une seule partie de son corps, donc par exemple son point pour frapper, sans se soucier justement de répartir avec le Ryu le reste de son naine dans son corps d'un point de vue défensif. En gros, ça veut dire que Pahamu est capable d'attaquer à 100% en permanence de ses capacités de naine avec son point, ce qui veut dire littéralement qu'elle a une force de frappe toujours au maximum. Donc pour récapituler, on parle quand même d'une personne qui à la base n'avait aucune capacité incroyable, qui a subi un processus de cocon en étant une Chimera Ant, qui derrière a explosé en termes de capacité physique, en termes de capacité de naine, sachant que le roi lui-même en réincarnation a admis qu'il ne pourrait même pas la blesser, et en plus de ça, a obtenu, en plus de son naine de base du renforcement,
Une capacité qui lui permet de pouvoir taper à 100% dans tous ses coups sans risque de prendre aucun dégât sur son corps. Je veux dire, c'est complètement inhumain. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu passés à côté de ce personnage, parce que tout ce qu'il a rendu extrêmement puissant, ben c'est des petits détails, des petites choses qui ont l'air de rien, mais quand on les ajoute et qu'on les met dans un espèce de pot commun, on se dit « Ah ouais, non mais là, on est vraiment devant un personnage qui est hallucinant. » C'est pour ça que quand je vois la Pahamu actuelle et que je me rends compte de son potentiel littéralement infini, je me dis, ça m'étonnerait même pas que Yoshihiro Togashi essaie un petit peu, comme il a fait avec Killua et Nanika, de les écarter de la trame principale du récit, parce que peut-être qu'ils auraient au final un peu trop d'impact. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce de naine, un commentaire, mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.